des attributs de l'arme aérienne est qu'elle est souvent la première à intervenir. En quelques heures, son engagement porte un message politique qui suffit parfois de lui-même à enrayer une crise. Il n'y a qu'une seule superpuissance dans le monde pour encore des décennies qui a les facteurs complets de la puissance, ce sont les États-Unis. Le deuxième PIB mondial, c'est bien la Chine. Le premier exportateur mondial, c'est bien la Chine. Mais la Chine n'est pour l'instant, on verra après, qu'une superpuissance économique. 10 sur les 13 serveurs racines, ce qu'on appelle les serveurs racines qui forment l'ossature de l'Internet planétaire, 10 parmi ces 13 sont gérés par des entreprises américaines. Les plus importants points d'échange d'Internet se trouvent sur le territoire des États-Unis, par lequel transitent les principaux flux du trafic mondial, c'est-à-dire sous la souveraineté américaine, conférant de la sorte au gouvernement fédéral une base légale pour les intercepter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans cet amphithéâtre des Vallières de l'école militaire. Je suis le général Paul Césari, je suis le conseiller militaire du CSFRS et donc j'ai le plaisir de vous accueillir avec Pierre Verluise à ce 9e rendez-vous de la réflexion stratégique pour étudier ensemble, réfléchir ensemble sur le thème que nous avons choisi donc avec Pierre Verluise, le fondateur et le directeur du site géopolitique bien connu diploweb.com, le thème donc de la puissance et de ses nouvelles formes. Alors, vous le savez, la puissance, c'est un concept qui est au cœur des relations internationales. C'est un concept qui a dû susciter, peut-être un des concepts qui a dû susciter le plus de réflexion, d'ouvrages, d'essais, de polémiques. Alors longtemps, cette puissance, cette notion de puissance, elle a été conçue peut-être en termes mesurables, en termes de matériel. Elle a pu même être parfois confondue avec les capacités militaires. On se souvient de la réponse cinglante de Staline à Pierre Laval. Le pape, combien de divisions ? Alors, peut-être faudrait-il, et c'est l'objet de la réunion de ce soir, aborder la puissance comme une capacité peut-être plus générale pour un acteur sur la scène internationale à obtenir des résultats, à satisfaire des objectifs. Et on voit bien que la puissance militaire, qui reste au cœur de ce concept de puissance, ne peut vraisemblablement pas ou vraisemblablement plus en combler toute la signification en cette aube du XXIe siècle. Alors nous aurons donc l'opportunité ce soir de nous intéresser à ce concept de puissance et à ses nouvelles formes avec Thierry Garcin et avec Pierre Buller, que Pierre Verluise présentera tout à l'heure. Nous nous intéresserons à ce concept de puissance, à sa nature, à ses fondamentaux, à ses invariants, et puis à ses nouvelles formes, ces nouveaux acteurs, ces nouveaux champs de manifestation et d'expression, qu'ils soient matériels ou immatériels. Mais alors, avant d'aborder le thème proprement dit qui nous rassemble ce soir, je voudrais vous présenter notre premier intervenant de la soirée, qui représente la génération montante de la réflexion stratégique, Ivan Sand. Ivan Sand est doctorant en géographie à l'université Paris-Sorbonne sous la direction de Philippe Boulanger. Il travaille actuellement donc sur la géopolitique de la projection aérienne des armées françaises depuis 1945. Ces travaux sont connus du CSFRS puisqu'ils ont été récompensés par le deuxième prix de la réflexion stratégique en 2014. Et puis nous avons mis en ligne sur notre site Géostratégia un de ces tout récents articles, La prépondérance de la puissance aérienne dans un monde accéléré. C'est un article qui est issu d'un ouvrage qui a été dirigé par la chaire Défense aérospatiale de Sciences Po Bordeaux. Cet ouvrage s'appelle « Conflictualité moderne et posture de défense » et il a été soutenu par le CSFRS. Un complément pour expliquer cette ouverture en vedette américaine par Ivan Sand, c'est une des marques de fabrique du DiploWeb de mêler les expertises et des expertises de plusieurs générations. Il ne vous a pas échappé qu'Ivan Sand est le plus jeune à la tribune.
et il s'inscrit dans une dynamique d'un concours que nous avons créé en 2016 et que nous réinventons régulièrement, qui s'appelle Ma thèse avec le DeepLab en 7 minutes, MTD 7, Ma thèse avec le DeepLab en 7 minutes, qui invite sous plusieurs formats des doctorants ou de jeunes docteurs à partager leurs recherches. Aujourd'hui, Ivan Sand va donc nous présenter rupture et continuité de l'emploi de l'arme aérienne en opération extérieure, et pour cela, il a 7 minutes. Bonjour à tous. Comme ça a été dit, je suis Ivan Sand, doctorant en géographie à l'Université Paris-Sorbonne, sous la direction du professeur Philippe Boulanger, et je travaille sur la notion de projection aérienne. Il y a un an, presque jour pour jour, lorsque la France a mené un raid aérien contre les installations chimiques du régime de Bachar el-Assad, les réactions dans mon entourage se répartissaient en deux groupes. D'un côté, les plus enthousiastes se demandaient pourquoi est-ce que la France ne mène pas plus d'opérations de ce genre pour combattre un dictateur, et ceux plus sceptiques qui s'interrogeaient sur l'effet réel d'une telle action au sein d'un conflit très complexe qui dure depuis 2011. Eh bien, ce soir, je vais vous faire une révélation dont seuls les universitaires ont le secret. C'est en réalité bien plus compliqué que ça. Mais je vais tenter de vous livrer quelques clés d'analyse via une approche géographique et historique. Mes recherches se concentrent sur ce que l'on appelle la projection aérienne des armées françaises depuis 1945, c'est-à-dire la capacité à agir vite et loin grâce à la puissance aérienne, une notion qui regroupe toute utilisation de l'air et de l'espace à des fins militaires. Alors, tout d'abord, pour ceux qui pensent que l'aviation française n'est pas assez employée, voici un premier élément de réponse. Cette carte est une représentation quantitative des opérations pour lesquelles l'aviation française a eu un rôle substantiel. Depuis 1945, on en compte environ une centaine réalisées dans un contexte de menace réelle. La distribution géographique de ces opérations fait ressortir les zones d'intérêt de la France, notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Mais cette analyse, qui est fondée uniquement sur le nombre d'opérations par pays, peut prêter à confusion, puisque les plus courtes se déroulent en quelques heures, tandis que les plus longues peuvent durer 10 ou 20 ans. Si on considère désormais la même carte, mais en prenant comme variable la durée cumulée des opérations pour chaque pays, on observe ainsi certaines différences. Il y a un cas remarquable qui est le Tchad, pays qui compte le plus grand nombre d'opérations. En fait, ce pays n'a connu depuis 1968 que 11 années sans opération française sur son territoire, contre 40 années avec. A l'inverse, la République démocratique du Congo, ou le Zaïre, pour un nombre d'opérations proches, cumule environ une année d'opérations sur son territoire depuis la première en 1978. Ancienne colonie belge arrimée au camp occidental durant la guerre froide, la RDC est ainsi l'exemple type du territoire où ont été menées des opérations ponctuelles pour intervenir en cas de crise imminente, des caractéristiques qui correspondent spécifiquement à l'arme aérienne. Si l'on s'intéresse maintenant à la distribution chronologique de ces opérations depuis 1945, on peut également noter certaines ruptures. On s'attendrait, jusqu'en 1962, à des opérations de projection uniquement dans le cadre de la décolonisation. Néanmoins, certaines interventions semblent déjà annoncer la période suivante. En effet, lorsqu'en 1956, la France et la Grande-Bretagne lancent une opération en Égypte à la suite de la nationalisation du canal de Suez, elles mènent en quelques jours une intervention de vive force, fondée sur la puissance aérienne, face à un pays indépendant. À la fin de la guerre d'Algérie, en 1962, la plupart des analystes considèrent que les armées françaises entrent directement dans ce qu'on appelle la période des OPEX, pour opérations extérieures. Mais ce n'est en réalité qu'à la fin des années 70
que la projection aérienne entre réellement dans une nouvelle ère du point de vue des OPEX lors de l'opération Lamentin en 1977, qui se situe dans le nord de la Mauritanie. Les aviateurs français utilisent pour la première fois le ravitaillement en vol en opération, alors que c'est une capacité initialement réservée à la mission de dissuasion nucléaire. C'est une véritable révolution sur le plan géographique, qui ne résout toutefois pas entièrement les questions liées à la problématique des bases aériennes et des autorisations de survol. Ainsi, lorsque la France intervient au Tchad au cours de la décennie 1980, c'est en partie grâce à l'appui de ses alliés régionaux que l'armée de l'air est en mesure de mener des raids efficaces contre les rebelles soutenus par la Libye de Kadhafi. Et pour le plus célèbre d'entre eux, qui est le bombardement de la piste de Wadi Doum en février 1986, les appareils français décollent de Bangui en Centrafrique et de Libreville au Gabon. Il existe un a priori assez répandu à propos de la projection aérienne, c'est que ce serait un outil complètement indépendant de toute contrainte géopolitique. Or, chaque État exerce une pleine souveraineté sur son espace aérien et l'utilisation de bases hors du territoire national n'est possible que via un accord diplomatique. Les questions diplomatiques ont d'ailleurs pris une place prépondérante dans l'emploi de l'aviation depuis la fin de la guerre froide, qui marque le début d'une troisième période pour notre objet d'étude. Depuis 1990, l'armée de l'air intervient désormais en dehors de sa zone traditionnelle d'influence. Les opérations en Europe, au Moyen-Orient et en Asie centrale forment un type relativement nouveau. À l'image de la première d'entre elles, la guerre du Golfe en 1991, elles ont la particularité de se dérouler dans un cadre multinational. Certaines d'entre elles réunissent plusieurs dizaines de pays où, très souvent, les États-Unis représentent une part majoritaire de la force. Et la dialectique du pouvoir au sein de la coalition se noue souvent autour du volume des forces déployées par chaque nation et de leur qualité. Si la France représente parfois une petite proportion, elle se classe tout de même en deuxième ou troisième position, ce qui lui confère une certaine autonomie, notamment lorsqu'elle peut agir à partir de ses propres plateformes, comme c'est le cas pour l'opération Chamal contre l'organisation État islamique, depuis des bases aériennes situées aux Émirats arabes unis, en Jordanie ou depuis le porte-avions Charles de Gaulle. Pour conclure, un des attributs de l'arme aérienne est qu'elle est souvent la première à intervenir. En quelques heures, son engagement porte un message politique qui suffit parfois de lui-même à enrayer une crise. Si ce n'est pas le cas, l'action aérienne marque alors le déclenchement du conflit. Deuxième élément, c'est qu'il existe deux échelles géographiques de la projection qui correspondent à deux logiques géopolitiques. La première, l'échelle mondiale, correspond au déploiement des forces depuis la métropole vers la zone de crise, en s'appuyant généralement sur le réseau des bases françaises à l'étranger. Et puis dans un deuxième temps, à l'échelle régionale, l'armée de l'air utilise d'éventuelles bases de théâtre pour projeter sa puissance jusqu'à la zone des opérations. Et si le conflit est amené à durer, ces deux phases initiales de projection se traduisent chacune par la mise en place d'un flux aérien, en hommes et en matériel, pour alimenter la force. Pour être pertinent, le choix d'utiliser la puissance aérienne en dehors de nos frontières doit répondre à un objectif clairement défini, qui peut aller de la diplomatie à la guerre, en passant par la coercition. Les leçons de la courte histoire de l'arme aérienne démontrent que c'est en se fondant sur ces invariants, notamment la rapidité et la souplesse, que la puissance aérienne est en mesure de jouer un rôle prépondérant, alors qu'émergent aujourd'hui des nouvelles formes de la puissance qui vont vous être exposées ce soir. Je vous remercie de votre attention. Nous allons maintenant nous concentrer sur les nouvelles formes de la puissance. Je vous présente rapidement les deux conférenciers, Monsieur Thierry Garcin, qui est
juste ici, est docteur en sciences politiques, habilité à diriger des recherches. Il est chercheur associé à l'école doctorale de Paris-Descartes. Beaucoup d'entre vous l'ont entendu pendant 30 ans le matin présenter les enjeux internationaux. Et pendant 30 ans, il n'a jamais eu de panne de réveil, me disait-il. Les enjeux internationaux sont une émission mythique de France Culture. Il a également rédigé nombre d'ouvrages, notamment La fragmentation du monde, la puissance dans les relations internationales, aux éditions économiques. Pierre Buhler, à son côté, est diplomate de carrière, mais je souligne ici explicitement qu'il s'exprime à titre personnel. Pierre Buhler a enseigné les relations internationales à Sciences Po Paris. Il est l'auteur d'un ouvrage qui a été distingué notamment par le DiploWeb, mais aussi par le Festival de géopolitique, La puissance au XXIe siècle, initialement publié chez CNRS Éditions, désormais disponible aux éditions Biblis, qui sont liées à CNRS Éditions, qui en est à sa 3e édition. C'est un ouvrage classique, La puissance au XXIe siècle, par Pierre Buhler. Messieurs Thierry Garcin et Pierre Buhler se sont coordonnés pour vous offrir un ballet absolument remarquable, où chacun, un quart d'heure par un quart d'heure, va présenter un pan du sujet. C'est, pour commencer, monsieur Thierry Garcin qui commence. Merci beaucoup Pierre Verluise et merci à nos amis organisateurs de leur invitation. Premier quart d'heure consacré en fait très rapidement à la question évidemment de la définition. On va commencer par le commencement et nous verrons dans un second temps, donc dans la foulée, les facteurs classiques de puissance qui gardent souvent leur actualité et les facteurs renouvelés de la puissance, notamment depuis la guerre, depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors pour la question de la définition, la meilleure image employée est celle de la force au sens physique du terme ou celle de l'effort. Il y a une certaine analogie d'ailleurs entre la notion de puissance et la notion de stratégie. La notion de stratégie, c'est la mise en œuvre de moyens pour atteindre une fin. C'est un peu là aussi l'image d'une flèche qui arrive sur sa cible. Et la puissance obéit souvent à des caractéristiques propres à la stratégie. On peut dire que la puissance, c'est plus qu'un pouvoir. Le pouvoir a une sorte de sonorité passive. La puissance est active, elle est dynamique. La raison pour laquelle j'ai souvent dit que la puissance, c'est du pouvoir en action. C'est du pouvoir en action et qui suppose en fait la plupart du temps, sur le plan théorique bien sûr, une combinaison de facteurs de puissance précisément, qui sont très variés. On prend évidemment en premier la puissance politique, puis la puissance diplomatique et juridique, puis la puissance militaire qui est toujours accolée à la puissance politique. On prend bien sûr ensuite la puissance économique, la puissance scientifique et technique, la puissance, on va dire, sociale, on y reviendra, et puis la puissance culturelle, par exemple, pour un pays, le rôle de la langue. On pense tout de suite aux États-Unis, qui sont non pas les propriétaires, mais le magnifique vecteur de la langue anglaise, dont ils ne sont pas les auteurs ou dont ils ne sont les locuteurs que par procuration de l'Angleterre ou du Royaume-Uni. Alors, une combinaison de facteurs, également toujours la puissance, une pratique de l'équilibre instable, parce qu'au fond, la puissance est soumise, comme dans toute vie humaine, à des aléas. Et les aléas sont multiples, c'est-à-dire que la puissance n'est pas forcément continue, la puissance n'est pas forcément itérative, la puissance peut être interrompue, la puissance peut ne pas aboutir à ses fins. C'est une notion extrêmement ductile, la puissance. Et la puissance, sur le plan aussi terminologique, on peut la comparer d'une certaine façon en grammaire à une forme progressive, ing en anglais par exemple, doing, en train de faire. Donc la puissance est vraiment inscrite dans l'action. Elle est toujours aussi, et ça a été mentionné en ce qui concerne la géopolitique, la puissance s'inscrit dans un cadre géographique déterminé qui lui-même peut être très, très évolutif. Dans géopolitique, il y a le préfixe, on pourrait dire géo, qui est celui bien sûr de la géographie. Et la meilleure définition de définir la géopolitique, comme cela a été bien dit, n'est pas une discipline, encore moins universitaire, mais qui est une approche seulement. La géopolitique est un outil parmi bien d'autres. Eh bien, la géopolitique, c'est l'étude de la politique ou des politiques de puissance dans un cadre géographique déterminé.
Pour terminer cette question de définition, je renvoie à celle des années 60 qui tient très bien la route, c'est celle de Raymond Aron dans Paix et guerre entre les nations, et qui disait, et chaque mot est important, c'est la capacité d'imposer sa volonté. Alors d'imposer sa volonté, on le comprend, et la capacité, c'est tout à fait autre chose, c'est-à-dire qu'on peut un peu imposer sa volonté par menace de l'imposition de cette volonté, donc sans avoir même à utiliser la force, encore moins le feu. Alors la capacité à imposer sa volonté est une très bonne définition, et je vous propose une définition très rapidement plus raisonnée, pour l'avoir enseigné à Sciences Po pendant des années, la géopolitique. C'est l'étude de la politique de puissance des États, dans un premier temps, privilégiant le cadre géographique, territorial, spatial et international, intégrant les leçons de l'histoire et le poids du contexte, c'est-à-dire intégrant le passé et intégrant le présent, le contexte pouvant être par définition évolutif, et elle est toujours fondée, cette géopolitique de la puissance, sur des systèmes de représentation réciproques des différents acteurs, que ce soit des acteurs officiels ou des acteurs officieux, que ce soit des acteurs publics ou privés, et ainsi de suite. Et évidemment, on étudie leur comportement et on étudie leur projet. On n'est jamais aussi intelligent, avec toute la modestie que ça suppose, quand on fait de la géopolitique, que quand on se met à la place des autres pour essayer d'examiner leur grille de représentation. Après tout, au début du XXe siècle, on apprenait l'allemand parce que c'était quand même peut-être utile de savoir comment les Allemands pensaient en allemand. On apprenait la langue du voisin estimé menaçant ou de l'adversaire potentiel, voire de l'ennemi. Pour aller très rapidement sur maintenant les facteurs classiques de puissance. Alors, il y a bien sûr le territoire, il y a donc un pays puissant peut avoir un petit territoire et l'inverse. Ce n'est pas tant la dimension que les caractéristiques du territoire. Et après tout, dans les politiques de conquête ont souvent été des politiques territoriales. On peut recenser à peu près aujourd'hui une quinzaine de territoires, je dis de territoires occupés, non pas d'États, de territoires occupés. C'est évidemment la population. Les questions démographiques sont vitales dans l'étude de la puissance. C'est le peuplement, donc les équilibres entre les différentes parties de la population. C'est le fait d'avoir des institutions politiques solides, d'avoir également une volonté politique. Et derrière la volonté politique, et souvent une expression qu'on utilise en matière de puissance, il y a le projet politique. On ne peut pas exercer une politique de puissance sans avoir un projet politique. Ça renvoie d'ailleurs d'une certaine façon, cette question-là, à la puissance des États-Unis aujourd'hui. Est-ce que le président Trump a un projet politique? Il semble avoir une volonté politique, mais la question se pose de son projet. C'est aussi le sentiment national, le sentiment d'appartenir à une communauté, avec des héritages et avec une transmission de cet héritage. On connaît la phrase de Renan. Et puis, c'est également la cohésion sociale. Ce sont évidemment les ressources, notamment les ressources naturelles pour l'économie, aujourd'hui hydrocarbures et minerais, et c'est également, on pourrait dire, la vitalité économique. Et vous ne pouvez pas exercer une politique de puissance pour un pays déterminé sans avoir un minimum de vitalité économique, ce qui n'est pas le cas. On peut actualiser cette remarque pour la France aujourd'hui, qui depuis les années à peu près 2000-2002, donc accuse un déficit très grave sur le plan économique par rapport à son voisin allemand. Nous ne jouons pas dans la même cour depuis une quinzaine d'années. On retrouve d'ailleurs dans ces facteurs classiques, on retrouve d'une certaine façon la relation toujours entre la mer et la terre, c'est-à-dire c'est une vieille opposition qui est aussi une vieille complémentarité des géopoliticiens classiques du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, cette opposition et cette complémentarité entre la terre et la mer. Et vous voyez l'importance de la mer aujourd'hui. La mer sera encore plus importante dans les 20, dans les 40, dans les 60 prochaines années. Et on voit le trafic maritime mondial, encore une fois, je cite des chiffres tout à fait connus, mais 2/3 des hommes sur la planète vivent à 80 km des côtes ou moins de 80 km des côtes, et 80% du commerce mondial
des marchandises, bien sûr, en volume, 80% se fait par la mer, y compris d'ailleurs en Europe en ce moment, notamment par le cabotage. Nous avons une vision du transport par camion en Europe qui est une vision, un prisme faussé. La mer joue son rôle. Et puis, vous avez 75% du transport de marchandises qui se fait aujourd'hui en valeur, cette fois-ci, par la mer. On voit que les activités sont très importantes, les activités donc maritimes. Alors, pour clore cette première partie, avant de céder la parole à Pierre Buller, les facteurs renouvelés. Les facteurs renouvelés sont renouvelés, oui et non. Alors, évidemment, ils sont renouvelés par les progrès scientifiques et techniques. On peut penser, en ce qui concerne l'histoire de l'industrialisation, tout de suite, on peut penser à la vapeur. Eh bien, la vapeur, aujourd'hui, et c'est elle qui fait décoller les avions, des porte-avions américains et du seul, malheureusement, porte-avions français, le Charles de Gaulle, c'est la vapeur. C'est-à-dire, c'est quand même une force remarquable et qui a été parfaitement renouvelée, bien qu'elle soit très ancienne. C'est le chemin de fer. Mackinder, le grand géopoliticien britannique, était fasciné par l'utilisation des chemins de fer, notamment au profit des États continentaux comme évidemment l'URSS. Le chemin de fer, le train pouvait transporter à de très longues distances quantité d'hommes, quantité de munitions et évidemment quantité d'armes. C'est aussi les ondes quand même qui a été un élément clé de la puissance au cours du XXe siècle. C'est la conquête de l'air. Et quelque chose qui est apparenté à la conquête de l'air, mais qui se passe dans un milieu complètement différent, c'est la conquête spatiale. Donc les activités extra-atmosphériques, notamment par satellite, sans parler de l'homme dans l'espace. Alors il y a quand même eu une véritable rupture stratégique. C'est évidemment la question de l'arme nucléaire. Vous voyez ici, c'est une photo macabre, mais la véritable bombe d'Hiroshima pendant sa mise en œuvre, en tout cas pendant sa mise en œuvre effectivement sur le plan technique. Alors c'est une rupture stratégique, mais c'est une rupture qui finalement n'a pas amené à une vision, on va dire, globale des rapports de force. Par exemple, la stratégie de dissuasion nucléaire, il ne faut parler de dissuasion que pour le nucléaire, à mon avis. La stratégie de dissuasion nucléaire a été très incomplète. Elle n'a été au début donc façonnée que très tardivement, au début des années 50. Elle a été essentiellement lente dans sa réalisation conceptuelle. Elle a été binaire, l'un contre l'autre. Évidemment, l'Union soviétique et le pacte de Varsovie contre les États-Unis et l'OTAN avant évidemment l'acquisition de l'arme nucléaire par les Britanniques, puis plus tard par les Français. C'est une stratégie en plus de dissuasion qui est paradoxale puisque, à juste titre, elle demande à ce qu'on modernise en permanence l'arme pour lui faire bénéficier de ses capacités de terrorisantes afin de ne pas avoir à l'employer. Donc on voit que c'est une rupture stratégique sur laquelle je crois personne ne peut apporter de dénégation. Et d'ailleurs, il faudra attendre 1988 pour que l'Union soviétique accepte finalement la stratégie de dissuasion sans le dire, simplement dans une déclaration très courte en 1988, M. Gorbatchev et M. Reagan, président Reagan et Gorbatchev ont signé un document disant qu'une guerre nucléaire, et c'est très important, une guerre nucléaire n'est pas gagnable. Donc on voit que cette rupture stratégique a été finalement très lente à devenir relativement acceptée par les deux principaux acteurs, en tout cas par l'Union soviétique, et elle a permis en même temps, cette rupture stratégique, alors ça c'est important pour l'actualité, un véritable contrôle des armements qui a débouché sur une maîtrise des armements, au moins entre Moscou et Washington, entre Washington et Moscou, et cette maîtrise des armements, actualité de cette entente et de cette coopération entre les deux super grandes époques, cette maîtrise des armements est mise à mal actuellement par les États-Unis eux-mêmes. On peut prendre 3 exemples, par bien sûr le retrait par les États-Unis de l'accord nucléaire sur l'Iran de 2015, par l'année dernière, en 2018, le retrait des forces nucléaires intermédiaires, l'accord sur les euromissiles de 1987,
entre Moscou et Washington, et peut-être, puisqu'il expire en 2020, les États-Unis se retireront de l'accord New Start bilatéral avec les Russes, qui date de 2010 et qui devrait être, si possible, prolongé donc au bout de 10 ans, c'est-à-dire demain matin. Pour terminer, les grands, on va le dire, les grands moteurs finalement de la puissance aujourd'hui, on enfonce les portes ouvertes, mais c'est important, ils sont larges et hautes, c'est l'informatique, c'est l'électronique, qui sont des multiplicateurs de puissance aujourd'hui, c'est bien sûr ce qu'on appelait à tort ou à raison la révolution Internet, c'est l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui concerne le cyber. Alors la question pour ce nouveau champ de recherche en ce qui concerne l'intelligence artificielle est la suivante. Est-ce que nous sommes, comme pour d'autres exemples de progrès scientifiques et techniques déterminants dans l'histoire de l'humanité récente, est-ce que ce sont des évolutions ou est-ce que ce sont des mutations? Est-ce que ce sont des extensions de la puissance, des accélérations de la puissance, ou bien est-ce qu'il marque une véritable rupture? Je remarquerai deux choses pour conclure cette première partie, c'est que les facteurs renouvelés de puissance jusqu'à une époque récente, au fond, depuis la fin du 19e jusqu'aux années 80-90 du 20e siècle, bien sûr, c'est finalement une formidable révolution qui a consisté à raccourcir les distances. Que vous preniez la vapeur, que vous preniez un moteur à explosion, dont je n'ai pas parlé, je crois, j'ai oublié, que vous preniez ainsi de suite les ondes, c'est l'idée toujours de raccourcir les distances au profit des hommes, au profit des idées, au profit des données au sens anglais du terme data. Et puis, autre chose, c'est depuis les années 70-80, ce qui est frappant, c'est la mixité maintenant tout à fait acquise, et c'est important dans cette maison, que je retrouve avec plaisir, parce que je suis un enfant de l'IHEDN il y a bien longtemps, mais c'est la dualité de plus en plus présente entre les activités militaires et les activités civiles, et la recherche militaire et la recherche civile, et réciproquement. Je passe tout de suite la parole à Pierre Buhler, qui donc va insister sur l'irruption des acteurs non étatiques, les champs de force de l'après-guerre froide. Oui, merci Thierry de cette introduction. Ce que je voudrais dire, c'est que la puissance a été essentiellement, historiquement, l'apanage des États, qui sont les seules entités capables de conjuguer, je crois, à la fois la volonté, dont parlait Thierry, et l'accumulation de ressources. Alors, pendant très longtemps, les États ont su donc concentrer dans leurs mains l'essentiel des instruments du pouvoir dans le champ intérieur, de la puissance, donc sur le terrain des relations internationales, qui sont la force armée, les moyens de communication de masse et même les entreprises. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a un changement, enfin partiel en tout cas, un changement de paradigme avec un ordre international qui frappe d'illégitimité la guerre en tant qu'instrument de règlement des conflits, avec une prolifération d'États nouvellement indépendants, des États faibles, objets plus que sujet du jeu de la puissance, et aussi, là aussi ça vient d'être évoqué par Thierry, une relative bipolarité, ce qui est sans précédent d'ailleurs, bipolarité du système international. Pour autant, dans ce modèle donc de la guerre froide, les jeux de puissance entre États n'ont connu aucune relâche, portés qu'ils étaient par les courses aux armements, les zones d'influence, le clientélisme politique international. Et donc, par contraste avec ces 4 décennies de tension, l'après-guerre froide portait, quant à lui, les promesses d'un nouvel ordre international. Alors, souvenez-vous, on parlait, enfin pour ceux qui sont qui ont l'âge de s'en souvenir, on parlait alors des dividendes de la paix, de sécurité coopérative, de multilatéralisme, de démocratie, de la postmodernité européenne, de prospérité par le commerce et l'échange dans des marchés de plus en plus ouverts, ou encore d'indépendance des nations sur une planète en proie à des fléaux communs. Le ralliement constaté dans de nombreux pays, et notamment ceux qui étaient sortis du communisme, ralliement donc aux valeurs des démocraties représentatives, la liberté de la règle de droit,
nourrissait des conjectures, souvenez-vous là aussi, des conjectures sur l'hypothèse d'une sortie, d'une fin de l'histoire. Et si on y ajoute les vertus apaisantes prêtées à la mondialisation, au libre commerce, aux échanges, on ne s'étonnera pas de ce que cette décennie a été empreinte d'optimisme et d'euphorie. Alors évidemment, il y avait quelques conflits qui restaient, conflits rémanents dans les Balkans, le Caucase, Proche-Orient ou à Timor, mais on était tenté de voir là les dernières séquelles, les dernières convulsions vouées à s'éteindre rapidement de la guerre froide. Et la décennie suivante aura été celle du dégrisement, précipité par les attentats de New York et de Washington, qui ont, je crois, posé les termes du nouvel ordre international. D'abord en révélant, et brutalement, révélant combien la puissance avait changé de visage, de méthode, de nature, du fait précisément du retrait de l'État. C'est une expression que j'ai emprunté, une expression, je crois, peut-être très pertinente, empruntée à une universitaire britannique, Susan Strange, qui s'est beaucoup intéressée à ces questions, The Retreat of the State. On a tout d'un coup réalisé que toutes sortes d'acteurs transnationaux s'étaient subrepticement invités dans le jeu de la puissance, dans cette arène internationale pourtant saturée, pourtant occupée par les États ou par leurs émanations multilatérales. Donc, acteurs qui s'étaient invités, allant jusqu'à défier ces États sur le terrain de l'action armée, considérés pourtant comme leur apanage incontesté. Et si on regarde ça avec un certain recul, ce n'est pas en effet contre un État que les États-Unis sont alors partis en guerre, mais contre une confrérie islamiste radicale organisée en réseau fortement décentralisé. Et donc, en regardant ça d'un peu plus près, on voit que ces acteurs ont prospéré sur trois types de terrains. D'abord, la mondialisation de la production de biens et de services, c'est-à-dire l'apparition, enfin en tout cas le développement, le foisonnement même, en l'espace de quelques décennies, de l'entreprise transnationale. L'entreprise transnationale qui s'est imposée au fond comme la colonne vertébrale de l'économie mondiale, moteur de sa croissance et principal agent de la mondialisation. Il faut savoir que les 4/5 de la production industrielle reposent sur 1 millier seulement d'entreprises transnationales. Les 4/5 de la production industrielle mondiale. Ces entreprises organisent leur chaîne de valeur depuis la production jusqu'au marché en choisissant des instruments appropriés, les plus appropriés, en tout cas à la situation, qu'il s'agisse de création ex nihilo de sites, de production ou d'acquisition d'entreprises implantées dans un pays autre, de licences, de franchises, de joint ventures, ou d'externalisation de certaines fonctions ou d'alliances stratégiques. Alors, ce qui en découle, c'est que les rapports avec les États de ces entreprises, avec les États, en sont profondément altérés. Ces entreprises tendent à s'affranchir des pressions, des injonctions, voire de l'emprise fiscale de leurs États d'origine ou de leur pays hôte, par toutes sortes de techniques qui vont des campagnes de financement électoral jusqu'au lobbying le plus classique. Et elles s'y entendent, ces entreprises, pour peser sur la définition du droit interne, du droit européen ou du droit international. Et au point que, d'ailleurs, le sociologue allemand Ulrich Beck a forgé le concept de droit privé, une sorte de droit formé par la consolidation de pratiques que les autorités politiques nationales, excipant ensuite du consensus de la profession, se bornent à endosser. Le champ de l'économie politique nationale s'est donc, au cours des dernières décennies, rétréci comme une peau de chagrin, encourageant leurs entreprises nationales à sortir des frontières et invitant les multinationales étrangères à venir y créer des emplois. Les États ont perdu un certain nombre d'instruments du contrôle direct, qu'il s'agisse de la localisation de la production, de la rémunération des facteurs de production, ou encore de la redistribution de la richesse produite, qui étaient des outils classiques de l'État. Eh bien, ces outils se sont peu à peu émoussés. Même l'impôt sur les sociétés, qui ne représente pourtant plus qu'une part modeste des budgets des États développés, eh bien, cet impôt sur les sociétés leur échappe de plus en plus, minoré qu'il est par des entreprises multinationales
qu'on trouve extrêmement habile à utiliser les différentiels de législation, de règles comptables, à utiliser le dumping fiscal, les paradis fiscaux ou la manipulation des prix dans le commerce intra-firme. Les champions américains de l'économie numérique, les fameux GAFA, qui sont en position de force sur le marché unique européen, qui est le plus, il faut se le rappeler, le plus important du monde, eh bien ces champions s'y entendent pour éviter de payer l'impôt dans le pays où se forme leur valeur ajoutée. Enfin, ce sont des sujets, des thématiques que nous retrouvons au quotidien dans nos médias, et pour conjurer le risque d'une taxation généralisée, ils savent parfaitement mobiliser les ressources du lobbying ou encore l'appui du gouvernement américain. Deuxième terrain, qui est un peu un corollaire du premier, mais qui est plus intéressant parce que beaucoup plus fluide, c'est la mondialisation de la finance et les conséquences de cette mondialisation. Alors, le cadre conceptuel de la mondialisation a été largement produit aux États-Unis, où, souvenez-vous, avec l'école de Chicago, qui a théorisé la déréglementation de l'économie et notamment de la finance, et qui a nourri la mise en œuvre des réformes dites néolibérales de Margaret Thatcher et de l'administration Reagan dans les années 80, réformes qui ont été le catalyseur, véritablement l'accélérateur d'une internationalisation des marchés financiers plus spectaculaire encore que pour les entreprises. Décloisonnement donc des marchés financiers nationaux, qui étaient auparavant bridés, en tout cas tenus par la régulation administrative. Ce décloisonnement s'est conjugué aux technologies de la communication et de l'information pour faire émerger progressivement un marché colossal, mondial et libre d'accès, dont les États-Unis sont le centre de gravité et qui englobe, comprend l'essentiel des liquidités mondiales. Et c'est au fond, cet espace sans limites apparentes qu'a pris naissance, puis que s'est propagé, comme un feu de brousse, que s'est propagée la crise économique et financière la plus grave que le monde ait connue depuis 1929, alimentée qu'elle était par les déséquilibres extérieurs structurels colossaux des États-Unis, et aussi l'immunité garantie par le statut de monnaie de transaction et de réserve mondiale du dollar. Une crise alimentée également par des instruments à haut risque tels que, souvenez-vous, ce qu'on appelle des produits dérivés, des produits structurés, ou encore des pratiques créatives, et je mets créatives entre guillemets, développées par les établissements financiers, comme les acquisitions à effet de levier, les LBO, les placements hors bilan de certains instruments financiers, etc. Moyennant quoi, des mouvements spéculatifs qui parcourent instantanément la planète ont formé des agrégats aux proportions véritablement vertigineuses. Il faut se rappeler il faut avoir conscience de ce que pas moins de 2000 milliards de dollars s'échangeaient avant la crise financière, s'échangeaient chaque jour sur les marchés d'échange, soit 50 fois le volume des transactions réelles sur les biens et services. Et ce qui frappe surtout, et c'est là que c'est intéressant à regarder du point de vue de la puissance, ce qui frappe, c'est l'extraordinaire autonomie de ce système vis-à-vis de toute autorité de régulation, que ce soit un État ou une banque centrale. Et l'addition, au fond, de ces lacunes, de ces degrés de liberté, a formé un espace échappant là aussi de facto à toute autorité, une zone de non-régulation. Madame Susan Strange, je la cite encore, a forgé le terme de ungovernance en anglais, donc la non-régulation, dont les conséquences pouvaient s'avérer extrêmement dévastatrices en termes de biens publics mondiaux, et elles l'ont été, si l'on en juge par les sacrifices colossaux qu'ont dû consentir les États pour éviter le pire, une injection de liquidités financée par la dette publique de l'ordre de 30 à 40% des PIB dans les pays développés. Troisième terrain, et c'est, je dirais, le terrain le plus intéressant, enfin le plus novateur, c'est l'apparition d'un potentiel nouveau pour l'action collective des individus par une multiplication véritablement spectaculaire d'entités à vocation nationale, mais surtout transnationale, c'est ce qui nous intéresse,
qui limitent le pouvoir des États ou qui, avec les internationales terroristes, parviennent à les défier sur le terrain militaire. C'est ce que j'appelle les grains de sable de la puissance. Et c'est ainsi qu'on a vu surgir une pléthore d'acteurs qui sont mus par d'autres mobiles que les mobiles marchands des entreprises. Pour autant, il s'agit quand même d'entrepreneurs, mais ce sont des entrepreneurs de causes humanitaires, de causes morales, de causes politiques, éthiques, intellectuelles, donc en tout cas des causes qui forment la trame et le facteur commun de cet ensemble nébuleux qui est désigné par l'appellation de société civile. Alors, j'aimerais y inclure les universités, les think tanks, les églises, les fondations privées comme celle des époux Gates ou encore l'Open Society Institute, la fondation du philanthrope anglo-américain George Soros, qui est, comme vous le savez, la bête noire de quelques autocrates dans le monde. Bref, une société civile transnationale qui fait d'ores et déjà partie intégrante du paysage international. Les ONG sont, selon les définitions qu'on en retient, elles sont de 20 000 à 40 000 à exercer leurs activités hors du pays de leur siège. Et alors qu'elles n'étaient que 400 en 1970, 3400 étaient accrédités auprès de l'ONU en 2013. Une organisation comme Oxfam, par exemple, opère avec un budget total de 1 milliard d'euros par an. Et en excipant de leur vocation à produire du bien public, et en le produisant d'ailleurs, ces acteurs investissent un terrain qui est traditionnellement occupé par les États. Et c'est ainsi qu'on a vu un réseau d'ONG fédéré autour d'une campagne internationale pour bannir les mines terrestres. On les a vus en mobilisant, grâce à l'Internet, l'opinion. On les a vus déboucher sur la signature en 1997 à Ottawa d'une convention multilatérale d'interdiction de ce type d'armes, malgré l'opposition d'un certain nombre d'États. Et le dernier grain de sable à mentionner, c'est celui de la violence qui est portée par le fanatisme religieux, en l'occurrence le djihadisme ou l'islamisme, qui a fait une irruption spectaculaire dans le champ de la puissance, fort, en l'occurrence, d'une logique de réseau qui permet à des communautés agissantes de se projeter par le terrorisme dans l'espace public international. Et c'est un choix qui a permis à l'islamisme d'investir de plein pied le terrain de la violence armée, qui était, je l'avais dit, en introduction, un apanage, violence armée, un apanage historique de l'État moderne. Alors, sans détailler plus avant le phénomène, je trouve intéressant de noter qu'en déclarant la guerre, c'était le terme utilisé au terrorisme, le président Bush a élevé, à partir de après 2001, une organisation tentaculaire au rang d'ennemi de la principale puissance militaire du monde. Alors au total, si on tente un bilan de ces 2 décennies, depuis cette date fatidique du 11 septembre 2001, on constate que les États, après avoir pris conscience des conséquences de leur retrait, qu'il s'agisse de la liberté laissée à une internationale terroriste comme Al-Qaïda ou de la non-gouvernance de la sphère financière, ces États ont quand même repris la main sur le terrain de la sécurité, d'abord, qui est le fondement premier de la puissance. Et là, en l'occurrence, l'Amérique s'est libérée de toutes les inhibitions qui contenaient son immense force militaire et a retrouvé un peu ses instincts de décembre 41, des lendemains de Pearl Harbor, et c'est dans cette logique que s'inscrivent les 2 interventions militaires des États-Unis en Afghanistan d'abord, en Irak ensuite, et bon, avec leur prolongation aujourd'hui au Proche-Orient. Deuxième aspect, c'est que les États ont également resserré les rênes de la régulation financière, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Et troisième volet, troisième dimension, les États autoritaires ont déployé tout un arsenal de mesures pour contenir ou neutraliser les ONG opérant sur leur territoire. Et donc ce retour de la puissance étatique est également apparent dans l'affirmation des logiques nationales de puissance au détriment des disciplines du multilatéralisme, de la maîtrise des armements ou du respect du droit international. Alors cette reprise en main par les États, en revanche, moins affectée, pour l'heure du moins,
les mécanismes de la mondialisation qui avait été amorcée bien avant la fin de la guerre froide et qui a été le catalyseur d'une redistribution majeure des fondations économiques de la puissance. Parce que, évidemment, au-delà des bénéfices réciproques permis par une meilleure allocation des ressources, le phénomène de la mondialisation a également engendré une distribution différentielle, pour dire le moins, différentielle de ces bénéfices, dont la montée en puissance de la Chine offre certainement une des illustrations les plus spectaculaires, avec des conséquences géopolitiques que Thierry Garcin va maintenant développer. Pour cette troisième des 4 séquences qui vous sont proposées sur la notion de puissance, qui est comme encore une fois un mot, pourrait-on dire, valise, puisqu'il est pluridisciplinaire, il faut peut-être assurer un petit dégagement en ce qui concerne la comparaison entre la puissance économique et la puissance politique. Vous vous le rappelez peut-être, il y a, ou disons dans les années 70-80, dans le monde d'ailleurs de l'économie, on expliquait que la puissance économique était en train de surpasser la puissance politique et que la puissance politique ne devait jouer qu'un rôle de, on va dire, de chef de gare regardant passer les trains et qu'elle devait avoir le moins de rôle possible. Il y avait même une doctrine qui est devenue d'ailleurs d'une certaine façon une idéologie transnationaliste qui consistait à dire qu'il n'y avait plus d'État ou si peu, qu'il n'y avait plus de territoire ou si peu, qu'il n'y avait plus de frontières, qu'il n'y avait plus de souveraineté et qu'au fond le monde était un vaste filet d'interaction et que là aussi il y aurait une main du marché qui permettrait d'équilibrer tout cela le moment venu. En fait, il n'en est rien. Alors certes, la puissance économique a été considérable, et elle l'est de plus en plus. On pense évidemment aux GAFAM par exemple, mais ça a été parfaitement mis en valeur par Pierre Muller à l'instant. Mais la puissance économique est quand même une puissance qui obéit à des caractéristiques très particulières. Elle est bien sûr complémentaire de la puissance politique, elle peut être antagoniste, elle peut être rivale, mais en tout cas, c'est une puissance qui est fondée sur le négoce, c'est-à-dire sur la négociation, c'est-à-dire sur la réversibilité de ses décisions, c'est-à-dire sur la versatilité. Dans le monde politique, et sans vouloir être étatiste ou jacobin, la puissance politique obéit à des caractéristiques tout à fait différentes. D'abord, c'est le monde de la souveraineté, et le monde de la souveraineté, Pierre l'a dit à l'instant, c'est le monde aussi de la sécurité. La souveraineté, l'État a un intérêt supérieur à défendre qui n'est pas la somme des intérêts particuliers. L'État a aussi un intérêt national à défendre. L'État doit faire respecter, au moins dans nos régimes démocratiques, et au moins sur le papier, le contrat social, c'est-à-dire la mise en pratique des droits et des devoirs du citoyen. L'État doit respecter le droit international. Et là, il y a un petit bémol. Comment se fait-il que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, je parle à titre personnel, bien sûr, il leur arrive, on peut les citer des exemples, à commencer par ceux concernant la France, il leur arrive de violer le droit international. Comment peut-on se vouloir ou se dire puissant à une certaine échelle, tout en ne respectant pas la règle du jeu dont on a la charge, au moins au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. L'État a des missions contraignantes, c'est-à-dire le fait de protéger la population aux frontières, le fait aussi d'avoir et de nourrir et de financer des visions à long terme. Après tout, sans les États, peut-être que la COP21, l'accord sur le climat, n'aurait pas eu connu une telle réussite et n'aurait pas eu une telle portée. Et le rôle des États est capital dans la recherche et le développement, dans le monde par exemple de l'aéronautique depuis 50 ans, 70 ans, dans le monde de l'espace extra-atmosphérique, dans le monde du nucléaire civil et militaire, et regardez même dans le monde, je pense à l'espace à l'instant, ça nous concerne directement nous Européens, dans ce monde de l'espace, qui aurait assuré la réussite financière de Galiléo, donc une série
de près d'une trentaine de satellites, dont la plupart sont mis en orbite, et qui est l'équivalent du GPS américain. À un moment donné, les entreprises en charge de ce programme n'ont plus vu leurs bénéfices immédiats ou considérables sur le plan financier et étaient prêtes à abandonner un certain nombre de missions qu'elles avaient au titre de Galileo, qui est l'un des plus beaux programmes, évidemment, concernant non seulement l'Europe, mais un pays notamment comme le nôtre, ou comme le mien. Alors, la recherche et le développement, bien sûr. Et puis, alors, dans nos régimes démocratiques, l'État n'est pas rien, puisque normalement, les responsables, je dis normalement, les responsables sont sanctionnés par le vote. Alors, je dis normalement qu'ils sont sanctionnés par le vote, la difficulté étant que dans certains pays européens, le vote a abouti à des régimes autocratiques dont Pierre a fait mention récemment. Il est sanctionné par le vote, et puis l'État a le monopole, bien sûr, de la violence armée. Et il y a une très belle citation de Raymond Aron, qui est presque poétique, hélas, enfin poétique, hélas, à cause de l'objet de cette citation que je vais vous donner, mais il disait: les relations internationales se déroulent à l'ombre de la guerre, à l'ombre de la guerre. Et on pourrait dire d'une façon presque philosophique, en regardant l'histoire de l'humanité, que c'est la guerre qui souvent a, si l'on fait l'État, mais a permis l'État, à commencer évidemment dans notre monde européen. Alors, dernière remarque sur la puissance politique, qui ne peut pas être assimilée à la puissance économique et réciproquement, mais c'est le fait, comme je l'ai dit, que la puissance économique, c'est le monde du négoce, et c'est souvent dans le monde de l'arrangement, et la puissance économique ne vit pas dans la même durée que la puissance politique. La puissance politique est obligée de vouloir inscrire ses projets et ses actions dans une durée collective beaucoup plus contraignante. Alors, je vais être très rapide également, ne pas développer, sauf si vous le voulez lors des questions, ce débat qui est quand même un peu usé jusqu'à la corde à propos de la puissance, c'est-à-dire le hard power et le soft power, c'est-à-dire la puissance d'imposition et la puissance d'influence, on va dire. Joseph Nye, un des auteurs de cette presque doctrine du soft power qui existe pour chaque pays, et Joseph Nye finit par parler de la smart power. Il est bien entendu, c'est-à-dire la puissance intelligente, il est bien entendu évident qu'il n'y a pas de, pour jargonner en anglais, il n'y a pas de hard sans soft, il n'y a pas de soft sans hard, et que c'est vraiment un débat binaire et dual typique des grands penseurs géopoliticiens américains qui ont toutes leurs vertus, mais on peut voir les choses d'une façon, là aussi, un petit peu plus complexe. Dernière remarque pour cette troisième de 4 séquences. Il y a à la fois en ce moment le retour des États, c'est important en termes de puissance, et il y a, ça a été dit par Pierre, le retrait des puissances, et moi j'avais mis dans mes notes l'érosion de l'État, l'érosion de l'État plutôt que le retrait de l'État ou le repli de l'État. Cette affaire de terminologie, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors d'abord, le retour des États avant l'érosion de l'État. Le retour des États se manifeste en majesté depuis, on peut dire, une vingtaine d'années, et malheureusement, il faut le dire aussi tout de suite, pour de mauvaises raisons. Les attentats du 11 septembre 2001 ont vu aux États-Unis le retour de l'État. Je prends un exemple, évidemment dans des circonstances funestes et dramatiques. Le retour de l'État, c'est par exemple le Patriot Act, qui d'ailleurs élimine d'une certaine façon les libertés des citoyens sur le plan individuel des citoyens américains. Et puis, il y a eu le retour de l'État. Le président Bush, au lendemain du 11 septembre 2001, n'a pas hésité, et si vous me permettez cette expression, sortir son carnet de chèques de l'État et a renfloué tout de suite les 3 compagnies nationales aériennes qui étaient dans une difficulté financière absolument considérable. C'était Continental, c'était Delta et c'était United. Et bien entendu, l'État a, au vrai sens du terme, a banqué pour des entreprises privées. Vous avez une deuxième période où l'État est revenu en majesté aux États-Unis. Là aussi, c'est pour de mauvaises raisons, la crise économique d'abord américaine, les prêts hypothécaires, le scandale des subprimes, etc., les prêts hypothécaires à risque. Eh bien, l'État, très rapidement, a assuré un plan de sauvetage de l'économie américaine
et très rapidement a remis à flot la magistrale entreprise automobile General Motors pour des raisons de nécessité. Nécessité faisait loi. Et puis une troisième période où l'État revient en majesté, c'est avec la nouvelle présidence Trump et le retour au protectionnisme, non pas le retour à l'anti-multilatéralisme, parce que le président Trump n'est pas un anti-multilatéraliste, c'est un bilatéraliste. Et ce n'est pas un isolationniste, c'est un interventionniste. C'est réellement un bilatéraliste interventionniste. Alors, c'est le retour de l'État. Je disais tout à l'heure, le président Trump, est-ce qu'il a vraiment un projet politique? Et il aurait fallu aussi ajouter, à part le America First, c'est-à-dire, c'est souvent un America alone, c'est-à-dire un America seul devant les autres. Alors, pour l'Union européenne, là aussi, l'État est tout à fait revenu en majesté dans de mauvaises circonstances. Ça a été l'automne 2008, la crise économique, et ce sont les membres de la zone euro, avec l'aide et le conseil du Royaume-Uni non membre de la zone euro, qui ont assuré les garanties interbancaires, et ce n'est pas l'Union européenne en tant que telle qui a procédé à ce plan de sauvetage. Les plans de relance successifs, l'Union européenne y a joué un rôle financier relativement limité, et on a vu une nationalisation de l'intérêt national économique de chaque pays pris singulièrement, avec des méthodes très différentes. Si l'on regarde le Royaume-Uni de l'époque, l'Allemagne de l'époque, l'Italie de l'époque et la France de l'époque. Donc le retour de l'État, les États-Unis on a dit, l'Union européenne, on vient de le montrer. On pourrait citer le cas de la Russie, avec le retour de l'État après cette désastreuse décennie Helsinki entre évidemment 1991 et 2000. Et on pourrait citer aussi le cas de la Chine, qui est une superpuissance, mais pour l'instant, qui n'est pas une superpuissance politique. Il n'y a qu'une seule superpuissance dans le monde pour encore des décennies, qui a les facteurs complets de la puissance, ce sont les États-Unis. Le deuxième PIB mondial, c'est bien la Chine. Le premier exportateur mondial, c'est bien la Chine. Mais la Chine n'est pour l'instant, on verra après, qu'une superpuissance économique. Le seul moment où elle affirme sa superpuissance politique, c'est sur deux terrains. La politique de conquête, elle est israélienne des territoires occupés, c'est-à-dire les îles de la mer de Chine méridionale. Ça, c'est vraiment de la puissance politique affirmée. Et d'autre part, c'est bien sûr les routes de la soie. Et je reproduis ici, avec l'aide de nos amis de DiploWeb, une carte que DiploWeb avait publiée illustrant un article. J'avais proposé un texte donc sur les routes de la soie, au terme d'ailleurs d'un colloque universitaire auquel j'avais participé en Chine sur ce thème-là. Alors, le retour des États, on le voit, y compris pour de mauvaises raisons, est tout à fait manifeste. Il ne faut pas forcément s'en glorifier. Il y a souvent trop d'États, comme on l'avait dit à l'époque, même si grammaticalement c'est curieux, il vaudrait mieux d'États que trop d'États ou plus d'États. Et puis, dernier développement, l'érosion de l'État. Alors, l'érosion de l'État, on a cité les GAFAM, on a cité le rôle des grandes entreprises privées internationales. On pourrait citer, dans le même ordre d'idées, le rôle des lanceurs d'alerte, puisqu'il est convenu de les appeler ainsi. Par exemple Assange, par exemple Snowden, etc. C'est-à-dire que pour de bonnes ou de mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'on peut les considérer comme des traîtres à la nation, ça a été le terme utilisé aux États-Unis contre Snowden, mais on peut les considérer aussi comme des héros, etc. Mais leur rôle est tout à fait ambivalent, c'est-à-dire que leur rôle est ambivalent. Dans les démocraties, bien sûr, ils sont censés révéler au profit de chacun et de tous les dysfonctionnements de la politique. Alors, les lanceurs d'alerte, évidemment, c'est un rude coup pour les États. Leur rôle est ambivalent. Et puis, on peut penser, pour se limiter, pour terminer, à l'Europe, au fond, l'érosion de l'État, même si aujourd'hui, beaucoup de régionalismes indépendantistes veulent créer des États, les États sont affaiblis. On enfonce une porte ouverte, là aussi. C'est évidemment la situation très éprouvante que traverse l'Union européenne aujourd'hui, avec une crise de confiance, tout pays partagé confondu, plutôt, entre l'État et le citoyen. C'est le fait qu'il y a un affaiblissement du contrat social, c'est le fait aussi, et vous l'avez vu dans les 4 grands pays européens, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la France,
Il n'y a plus d'alternance entre deux grandes familles politiques et leurs alliés respectifs pour simplifier la droite et la gauche. Et vous y ajoutez l'Espagne, 5e grand pays européen, il est dans la même situation depuis des années. Et là, on a un déficit de puissance à la fois individuelle, les États pris singulièrement, et collectif, évidemment, l'Union européenne. Et puis, je terminerai là-dessus, qui est inquiétant en termes de puissance pour nous, Européens, c'est le fait qu'un certain nombre de pays européens ne pourraient pas être candidats à l'Union européenne parce qu'ils ne respectent pas les fameux critères de Copenhague de 1993, dont l'un d'eux, critère, est non seulement la démocratie, mais l'état de droit et bien sûr la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc il faut être très très prudent pour conclure cette troisième séquence en ce qui concerne disons, les grandes évolutions. Les pays occidentaux, et notamment les pays européens, ne sont pas les mieux placés pour donner des leçons en matière de puissance et du bien fondé de la mise en œuvre de la puissance dans un certain nombre de circonstances. Alors, je passe tout de suite la parole à Pierre Muller, qui va parler là du rôle fondamental, évidemment, qui est clé de l'innovation. Merci Thierry. C'est vrai que quand on s'intéresse aux nouvelles arènes de la puissance, aux nouvelles formes de la puissance, aux incidences de la révolution numérique, on arrive immanquablement sur la variable décisive qui est l'innovation. Depuis l'apparition du char léger en Mésopotamie vers moins 1800 jusqu'à la cyberguerre, en passant par les armes à feu ou la bombe atomique, l'innovation dans les technologies militaires a souvent été un facteur de rupture dans les équilibres de la puissance. Mais je dirais que non moins souvent, elle s'est avérée être un facteur éphémère, tant ces innovations étaient rapidement copiées. Le type d'innovation qui a en revanche davantage écrit l'histoire de la puissance portait non pas sur les armes, mais sur l'organisation économique, sociale, politique, des formations étatiques qui en étaient le siège. De l'Empire romain, fort de son organisation politique et administrative, à l'État-nation, qui a supplanté, renversé des empires, de la révolution de l'imprimerie à la révolution de l'information, de l'organisation de l'enseignement à celle de la recherche, on voit assez bien quelles modalités de l'innovation produisent les effets les plus structurants et les plus durables quant aux fondations de la puissance, en l'occurrence ici la puissance de l'État. Alors j'ai évoqué l'apparition, voire la prolifération d'acteurs transnationaux en position de défier les États sur le terrain de la puissance et de l'autorité, mais si de tels acteurs ont pu exister, c'est sûr, c'est vrai, dans le passé, la révolution des technologies de l'information et de la communication a littéralement métamorphosé le paysage en leur donnant l'accès à des instruments insoupçonnés et en multipliant notamment leur nombre dans une arène de la puissance, jusque-là terrain d'élection des États. Alors quelques mots peut-être, arrêtons-nous sur ces technologies. Elles ont des propriétés absolument remarquables. Elles permettent pas seulement la reproduction et la transmission de l'information à des coûts marginaux, unitaires, décroissants vers l'infinitésimal, et ceci avec une qualité et une fiabilité croissantes, mais en érigeant le langage numérique en langage universel, elles autorisent l'échange de l'information et l'abolition des distances en des durées d'opération quasiment imperceptibles par l'utilisateur. Et s'y ajoute la capacité de traiter l'information en réseau et même d'intégrer des réseaux entiers. C'est cependant dans l'impact sur les modalités même de la création de valeur que réside au fond la mutation. Les technologies de l'information et de la communication sont évidemment une source de gain de productivité dans quasiment tous les secteurs, dont les entreprises ont été, on l'a vu, les premières bénéficiaires, avec la possibilité d'intégrer les opérations depuis la conception jusqu'à la production
d'intégrer les opérations entre des sites dispersés à la surface de la planète, et c'est ce qui a permis justement à ces sociétés transnationales portées par la mondialisation au fond, de constituer cette armature productive de la planète. Et pour ce qui est des établissements financiers, elles ont permis l'interconnexion des places financières, autorisant un traitement quasi instantané et à un coût abaissé des transactions. Et enfin, hors du secteur marchand, la démocratisation de l'accès à ces technologies a mis cet élément constitutif du pouvoir qu'est l'information, l'a mis à la portée des individus, des groupements qu'ils peuvent former, en leur conférant un pouvoir collectif qui était auparavant inaccessible. Mais il y a plus. L'information est devenue une matière première principale des économies avancées post-industrielles, et dans une proportion croissante, c'est devenu un produit fini. Des branches entières de la sphère de la production et des échanges n'ont d'autre fonction économique que de collecter, traiter, organiser, formater et diffuser de l'information. Je pense aux assurances, aux services financiers, aux agences de notation, à l'industrie de la communication, les médias, bien sûr, mais aussi tout ce qui touche à la publicité et au marketing, et qui pèse de plus en plus lourd dans la chaîne de valeur. Le cœur du système, de ce système, reste l'Internet. Et l'Internet est un terrain sur le... Pardon, m'enfoncer des portes ouvertes, mais il faut le rappeler, un terrain sur lequel des géants américains, les Apple, Google, enfin je mentionnais les GAFA, Amazon, Facebook, Twitter, ont acquis une avance nette et durable. Ils ont posé les fondations de leur prospérité dans une phase du développement d'Internet, mais elles ont surtout, ces entreprises, su anticiper les phases suivantes, en mobilisant leur force de frappe financière qui est formidable. Elles investissent dans la recherche et développement pour produire de l'innovation à jet continu, où elles peuvent acquérir également de jeunes entreprises comme YouTube, nées autour d'une technologie jugée stratégique. Le risque, par corollaire, le risque de voir arriver de nouveaux entrants sur le marché est en quelque sorte de limiter, ce qui conforte davantage encore les positions dominantes des entreprises installées. Et il n'est donc pas étonnant que sur les 30 premières entreprises de l'Internet dans le monde, la moitié soit américaine. Cette moitié, cette quinzaine d'entreprises représentent les 2/3 de la capitalisation. 5 de ces entreprises sont chinoises. Elles comptent pour 30% de la capitalisation. Les autres, européennes, asiatiques, sud-américaines, ne pèsent guère que, au fond, de quelques pourcents de la capitalisation totale. Et je dirais que cette hégémonie ne concerne pas les seuls services et applications, mais aussi l'architecture technique même d'Internet. 10 sur les 13 serveurs racines, ce qu'on appelle les serveurs racines qui forment l'ossature de l'Internet planétaire, 10 parmi ces 13 sont gérés par des entreprises américaines. Les plus importants points d'échange d'Internet se trouvent sur le territoire des États-Unis, par lequel transitent les principaux flux du trafic mondial, c'est-à-dire sous la souveraineté américaine, conférant de la sorte au gouvernement fédéral une base légale pour les intercepter. Et par ailleurs, une loi promulguée il y a un an, qui s'appelle le Cloud Act, cette loi donne à l'administration américaine accès à toutes les données stockées par les entreprises américaines de l'Internet, que ce soit aux États, sur le territoire américain ou à l'étranger, qu'elles concernent ou non des ressortissants américains. Et par ailleurs, non seulement les normes techniques, juridiques, commerciales, ces normes sont émises par les géants de l'Internet, mais ceux-ci sont en position de peser sans partage sur la définition des évolutions futures du web, ce qu'on appelle le web 3.0, donc les générateurs de mégadonnées, les fameux big data, et le web 4.0, qui est appelé à l'avenir à mettre en relation des objets dotés de senseurs, les fameux objets connectés. Le traitement de ces mégadonnées est en effet le prochain horizon
ces données donc, que l'humanité, qui est donc irriguée par Internet, produit à une cadence effrénée, autant en 2 jours, hein, une bonne comparaison, autant en 2 jours aujourd'hui que toute l'information produite avant l'invention d'Internet. Alors, c'est une matière première précieuse que les capacités de stockage, des algorithmes et des dispositifs d'intelligence artificielle aujourd'hui disponibles permettent d'ordonner, d'analyser, de traiter. Eh bien, ces données et ces informations suscitent toutes les convoitises. Et de par l'enjeu commercial et économique qu'elles représentent, mais aussi par les enjeux politiques multiformes, qu'il s'agisse de contrôle social, et vous voyez à quoi je veux faire allusion, à l'autre bout du continent eurasiatique, on voit ce type de procédé se développer, qu'il s'agisse donc de contrôle social, de renseignement, de manipulation ou de nuisances de tous ordres, le cyberespace, sans frontières ni traçabilité de l'origine, est en peu de temps devenu la nouvelle arène de la puissance, des jeux de la puissance. Une arène instable, où se déploient en un foisonnement de sources les attaques de hackers, qui peuvent être des individus, des groupes ou des États agissant sous couvert, attaques de hackers, donc propagande camouflée, informations fausses, rumeurs délibérément disséminées via les réseaux sociaux, les interférences dans les processus électoraux, les agissements de la nébuleuse djihadiste, sans même mentionner la capacité d'interception et d'espionnage. Au total, ce fondement premier de la puissance qu'est la sécurité apparaît menacé, et ceci bien au-delà des territoires des États. Ce fondement premier de la puissance apparaît menacé dans ces nouveaux communs du système international que forme le cyberespace. Et je dirais que c'est là un champ nouveau de la compétition de puissance, défini par la capacité à agréger un ensemble de technologies et de savoirs, eux-mêmes produits par l'écosystème d'enseignement, de formation, de recherche et de développement, déterminés, définis par les politiques publiques. Et là, non plus, il n'est pas fortuit que les États-Unis soient en tête avec une organisation extrêmement efficace de ce qu'on appelle l'économie du savoir. Les universités, les laboratoires, les centres de recherche, les think tanks publics et privés, les sociétés de capital risque, enfin l'ensemble de mécanismes qui permettent d'alimenter les cercles vertueux de l'innovation et de la créativité, depuis la synergie entre industrie, recherche et enseignement dans des espaces restreints comme la Silicon Valley, jusqu'à l'attraction irrésistible qu'exerce le système d'enseignement supérieur et de recherche américain sur les élites scientifiques du monde entier. Mais je dirais que c'est surtout grâce à un effort colossal de recherche et développement, autant civil que militaire, public que privé, à hauteur de 476 milliards de dollars en 2017, 476 milliards de dollars, que ce pays, les États-Unis, parvient à se maintenir en tête de loin devant tous les autres, bien que la proportion des dépenses en recherche et développement ne soit de la proportion dans le PIB ne soit que de 2,7%. Alors cette masse colossale confère à l'Amérique une position singulière et, je dirais, écrasante dans l'espace mondial de la recherche, plus que tous les autres membres du G8 réunis, et dépassant d'un tiers les dépenses des 28 membres de l'Union européenne. Et évidemment, c'est l'évolution sur la durée de ces efforts qui détermine les positionnements dans le paysage mondial de l'économie du savoir. S'agissant des États-Unis, les niveaux sont impressionnants en valeur absolue, mais d'autres États que les États-Unis déploient des efforts pour accroître cette proportion. Alors, je vous ai proposé une diapositive qui donne une vision approchée des poids respectifs. Ce que vous voyez là, plus on se décale vers la droite dans le diagramme, plus est élevée la proportion des dépenses de recherche et développement dans le PIB. En montant en ordonnée, on voit le nombre de
la proportion des chercheurs par million d'habitants, et évidemment la dimension des sphères, c'est la valeur absolue des dépenses de recherche. Et c'est ainsi que le Japon, par exemple, a vu son ratio de dépenses de recherche dans le PIB passer de 2,2% à 3,15%, donc plus 1% du PIB en 25 ans, en grande partie grâce à la recherche et R&D privée. La Corée, moyennant des taux de croissance de 7 à 8% de ses dépenses de R&D, la Corée est passée de 2,3% à 4,3% en 12 ans seulement. La Finlande, en moins de 10 ans, s'est hissée de 3,2 à 3,7%, dépassant le champion européen qui était jusque-là la Suède. Et je dirais qu'aucun, en proportion en tout cas, aucun pays n'est prêt de détrôner Israël, dont les dépenses de R&D hors défense dépassent confortablement le seuil de 4% du PIB. L'Allemagne est également sur une pente ascendante qui frôlait en 2016 le seuil de 3%. La France, par contraste, plafonne à 2,25% de son PIB en R&D et le Royaume-Uni est à 1,7% en deçà de la moyenne même de l'Union européenne. L'Union européenne a lancé, vous avez sûrement entendu parler de ces fameux agendas de Lisbonne, donc a lancé depuis 2000 plusieurs plans successifs dont l'objectif devait être d'amener les 28 au niveau de 3% du PIB investi dans la recherche et développement. En 2017, cet indicateur n'avait toujours pas dépassé le seuil de 2%. Et donc, l'avantage que constituait pour le vieux continent la relative faiblesse scientifique et technologique de l'Asie continentale, donc hors Japon, et s'estompe très rapidement. Les puissances émergentes ont parfaitement bien pris la mesure de cet impératif et aucun ne l'a mieux intégré dans ses politiques publiques que la Chine. La Chine, engagée dans une politique de rattrapage à marche forcée de son retard, la Chine qui a quadruplé son nombre de chercheurs entre 2001 et 2015 et qui accroît de plus de 15% par an en volume ses dépenses de recherche et développement sur cette période, donc 2001-2015, parvenant à doubler sa proportion dans le PIB, ou encore à doubler la part du pays dans les articles scientifiques publiés dans le monde. Voilà, je voudrais dire quelques mots de conclusion au terme de cette exploration trop cursive de la puissance, et j'aimerais partager avec vous, si vous me le permettez, deux idées forces. La première a été formulée par le mathématicien français Alexander Grothendieck, qui est décédé il y a quelques années, dans son livre Récolte et semailles, une sorte de livre autobiographique. Et cette idée, au fond, elle peut se résumer ainsi. Derrière la forme qui nous paraît nouvelle, originale, unique, il faut chercher l'invariant le plus profond. L'invariant le plus profond, c'est le terme qu'il utilise. Alors il a appliqué évidemment cette idée aux mathématiques, mais je crois qu'elle vaut cette idée pour les formations et les conduites humaines, et la puissance relève certainement de cette invariance. Et je dirais que, au fond, ce paysage de l'après 11 septembre que nous avons essayé de décrire, Thierry et moi, ce paysage a révélé brutalement la permanence et la force de cette logique de puissance qui est inscrite dans la trame de l'histoire politique de l'humanité. Et je dirais que la puissance, loin de s'étioler, comme on a pu le croire, loin de se diluer dans une improbable et insaisissable postmodernité, la puissance reste cette force impérieuse qui ordonne toujours le champ des relations internationales. La deuxième idée est que, au fond, comme toute relation humaine, la puissance est l'objet d'une dynamique de changement, une dynamique qui ne peut manquer d'engendrer une tension constante avec l'ordre existant. Et cet ordre, ce qu'on aime appeler le statu quo, au fond, cet ordre statu quo n'ont rien, et contrairement à ce qu'on est tenté de penser ou de souhaiter, ils n'ont rien de naturel et ne sont en eux-mêmes que l'état
le plus récent d'une séquence ininterrompue de transformations successives dans la distribution de la puissance. Je dirais que ce processus de corrosion continue des situations acquises se heurte, évidemment, on ne sera pas surpris de le constater, se heurte à la résistance de ceux qui se trouvent favorisés par le statu quo face aux efforts déployés par les aspirants à la puissance, aux efforts de s'insinuer imperceptiblement dans la hiérarchie ou dans des périodes charnières, en bousculer vigoureusement l'ordonnancement. Alors que cette résistance soit défensive ou offensive, arc-boutée sur l'exploitation de rentes de situation ou guidée par une tactique plus habile, je dirais qu'aucun avantage, aucun privilège, aucune rente n'est à l'abri des effets de la tectonique de puissance. Et si le principe du changement est la constante, la variable, en l'occurrence, est le rythme. Des ruptures brutales contrastent avec des paliers qui présentent toutes les apparences de la stabilité. Les ressorts en sont plus ou moins volontaristes, qui peuvent aller de l'audace d'un chef à des évolutions profondes qui s'inscrivent dans la durée, des processus qui relèvent du décollage économique, de la transition démographique, de l'invention, de l'imitation, de l'apprentissage, des processus lents mais aux conséquences lourdes. Alors, nous avons tous appris que Napoléon voyait dans ses victoires le sourire de la chance. La puissance, elle s'inscrit dans la durée, elle ne doit rien pourtant au hasard, elle doit un peu au génie ou à l'audace, elle doit beaucoup à la méthode. La puissance appartient, je crois, à ceux qui en comprennent les règles, qui savent en assembler les ressources, qui savent en forger les instruments, qui savent en réinventer les formes et les modalités, bref, à ceux qui savent appliquer à leur profit cette grammaire subtile et changeante de la puissance. Merci de votre attention en ce qui me concerne, mais je voudrais passer la parole maintenant pour conclure à Thierry. Voilà, merci beaucoup. Nous avons bénéficié d'un transfert de jus de cerveau impressionnant et je remercie considérablement les trois orateurs. Il a été fait mention de l'Internet. Je signale au passage, avant de passer aux questions, qu'il y a sur la question de l'Internet un ouvrage publié par le DiploWeb, signé par un monsieur appelé Laurent Bloch, qui est un informaticien pédagogue. C'est rare. Laurent Bloch, qui a écrit l'Internet, vecteur de puissance des États-Unis, point d'interrogation, l'Internet, vecteur de puissance des États-Unis, aux éditions DiploWeb, disponible sur un ogre qui s'appelle Amazon. Et nous allons maintenant passer aux questions. Oui, très rapidement, donc à propos de l'éducation, effectivement, c'est une priorité clé de toute société. On sait d'ailleurs que, en ce qui concerne la France, la situation est pour avoir assez longtemps enseigné, est très préoccupante à tous les étages, du primaire au supérieur. C'est essentiel, l'éducation, parce que l'éducation permet justement une approche géopolitique, c'est-à-dire permet de comparer les points de vue. Et c'est un élément clé, notamment, non seulement pour nos pays européens, mais également pour les pays en développement. Et pour utiliser une image, si j'étais président de la République d'un pays en développement, par exemple en Afrique subsaharienne, je ne serais pas élu pour cette même raison, mais le point premier de mon programme serait alphabétisation, alphabétisation, alphabétisation. Je ne serais pas élu, mais je capitaliserais pour l'avenir de mon pays dans 20 ans, 30 ans, etc. Compte tenu du fait qu'il y a une très grande partie des habitants des pays en développement, pourrait-on dire certains sous-développés, qui sont analphabètes, et c'est un véritable fléau pour l'ensemble de la société sur une génération, sur plusieurs générations. Alors je parle des pays en développement, mais pour nous, effectivement, l'éducation et l'éducation harmonieuse à tous les niveaux de la scolarité est un facteur non seulement de sociabilité, mais de cohésion sociale. C'est fondamental. Et plus on aggrave les inégalités, on va dire,
scolaires, universitaires et autres, plus on se réserve des surprises. Vous avez tout à fait raison. Alors, juste une remarque à propos de la soumission. Est-ce qu'au fond, il est plus agréable peut-être ou moins fatigant de se soumettre? Nous en savons quelque chose dans notre relation historique pendant les rapports Est-Ouest entre les États-Unis et l'Europe. Et le général de Gaulle a rappelé assez et dénonçait non pas ce condominium, ce duopole américano-russe, disait-il, sur l'Europe. Il y a un livre qui avait été collectif, qui avait été publié peut-être dans les années 70 par des Américains, notamment des militaires, qui disaient il faut savoir, je réponds à votre question, il faut, d'une façon évidemment dérisoire, il faut savoir perdre des guerres. Parce que quand vous avez perdu la guerre, vous avez enfin un protecteur, et il citait évidemment l'Allemagne de l'après-guerre et le Japon de l'après-guerre. Vous êtes protégé militairement, vous n'avez pas de budget de défense ou très peu, et ainsi de suite. Donc il faut perdre des guerres, c'est beaucoup plus utile pour le corps social. C'était évidemment une vision paradoxale, mais qui était très étayée, dans l'ouvrage. La soumission, oui. Il y a une chose qui est tout à fait étonnante. On a parlé de la puissance, il faudrait évidemment parler de son envers, c'est-à-dire la puissance. Et il faudrait parler d'une maladie que d'ailleurs qui est partagée par les pays occidentaux, c'est la fausse force. C'est la fausse force, c'est-à-dire la puissance que l'on croit puissance qui n'en est pas. Et des États-Unis à un certain nombre de pays européens, y compris d'ailleurs de l'autre côté pour la Russie et autres, l'image qu'on a de sa puissance peut être mortifère. Un des blocs fondateurs, non pas de la puissance en tant que telle, mais dans une démarche, dans un pays qui a besoin de se doter de toutes les ressources de la puissance, l'éducation, et il ne s'agit pas de l'enseignement supérieur, mais l'éducation primaire, secondaire, est un facteur absolument clé. Et je peux vous en donner quelques illustrations, si vous le permettez. Il se trouve que j'ai passé dans une vie antérieure, j'étais ambassadeur dans Singapour, qui est un petit pays, sur une carte, c'est même pas la taille d'un timbre-poste, hein, mais c'est un pays extrêmement développé qui a fait un choix très volontariste de tabler sur d'abord une puissance défensive dans un environnement qui était extrêmement délétère dans les années où Singapour a émergé comme État indépendant, fin des années 60, pendant les années 70, qui a bâti toute une stratégie sur l'enseignement, l'éducation de ses citoyens, qui est aujourd'hui un des pays les plus riches du monde. Alors bon, Singapour, c'est peut-être un petit exemple, mais regardez la Corée du Sud, qui sortir de la de la guerre de Corée, hein, qui était un des pays les plus pauvres du monde, qui a bâti toute une stratégie de construction de l'État, sur un régime effectivement autoritaire, mais dans un investissement formidable dans l'éducation. C'est aujourd'hui une des 10 premières puissances mondiales. La Chine investit énormément dans l'enseignement, dans l'éducation, l'Inde également, et on voit toute l'Asie du Sud-Est, hein, c'est pas propre à Singapour ou à ces grands pays asiatiques, ne parlons pas du Japon. Tous ces pays ont investi massivement dans l'enseignement, et d'ailleurs, quand on voit sur le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure, les pays qui sont si vous voulez, dans le quart supérieur de droite du diagramme, c'est des pays qui ont investi pas seulement dans la recherche et développement, mais aussi, vous trouviez la Finlande, Israël, qui ont investi dans des systèmes d'enseignement extrêmement performants et qui en tirent des bénéfices. Corollaire de la puissance, désir de soumission. Je ne sais pas s'il y a un désir de soumission, il y a des calculs rationnels de coûts et avantages. Vous avez des États qui se trouvent que avant la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas combien il y avait d'États au monde, il y en avait moins de 50. Hein. Il y en a 51 lors de la création de l'ONU. Oui, lors de la création de l'ONU. Bon, donc on peut dire que pendant l'entre-deux-guerres, mais avant la Première Guerre mondiale, leur nombre était... La Première Guerre. Entre les deux guerres, c'était beaucoup moins, c'était une cinquantaine. Avant la Première Guerre mondiale, c'était des empires, et donc il y avait... Bon, il se trouve que la situation a évolué. Vous avez des États, nations qui se sont constitués dans la douleur, qui sont
parfois des micro-États, des États forts, très faibles, très instables, qui sont la proie d'entrepreneurs étatiques, d'entrepreneurs politiques pour saisir les ressources de l'État qui sont, je le disais, plus objets que sujets du jeu des puissances. Vous pouvez avoir des États qui, dans une relation, qui trouvent peut-être dans une relation de vassalité davantage de bénéfices que dans une relation de confrontation, qui peuvent se placer sous la protection d'un protecteur, d'une puissance plus puissante. Et la Chine joue un peu ce jeu-là. Donc vous avez, dans le monde de la puissance, vous avez à peu près, dans le jeu des 7 familles, vous avez à peu près tout. Chacun joue sa carte et essaye de maximiser ses bénéfices. Ceci dit, il vaut mieux être dans les acteurs du jeu de la puissance que être dans les objets. Et je pense qu'un certain nombre de pays parviennent à combiner et la volonté politique et les ressources nécessaires pour jouer dans cette arène-là. Puisque vous parlez avec émotion d'éducation, ce qui évidemment me touche beaucoup, je vous signale que l'éducation nationale, à compter de septembre prochain, faire rentrer la géopolitique dans l'enseignement secondaire à travers un enseignement de spécialité qui s'appelle Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques, à raison de 6 heures par semaine, en classe de première. Et la géopolitique va donc sortir de son placard pour passer devant les étudiants, les élèves de première. Et l'année d'après, septembre 2020, ça sera en classe de terminale. Donc ça va considérablement changer la diffusion de la connaissance géopolitique. Quand on voit Ivan Sand, on a confiance dans l'avenir, c'est le moins qu'on puisse dire. Dernière question peut-être, monsieur, si vous voulez bien. La première question sur soft power qui s'adressait à vous aussi, mais soft power, hard power, le concept a été inventé donc par, comme vous soulignait Thierry Hersin il y a un instant, a été inventé par Joseph Nye, qui, avant d'être professeur, qui a alterné les fonctions de professeur à Harvard et de très haut fonctionnaire dans l'administration américaine, et notamment il était au département de la défense pendant l'époque de l'ère Clinton. Et donc c'était un décideur politique, et il a forgé ce concept en s'inspirant du constat suivant, c'est que pour obtenir pour remplir un objectif donné, pour atteindre un but donné, vous avez toute une palette de moyens qui peuvent être la force brute, la corruption, les sanctions ou la séduction. Et donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est quel est le moyen le moins coûteux pour atteindre cet objectif, pour atteindre ce but. Et il se trouve que dans certains cas de figure, il vaut mieux faire de la calinothérapie ou de la séduction que des mesures beaucoup plus brutales qui peuvent être coûteuses, notamment de l'intervention à force de la force armée, à force ouverte. Ce sont des choses qui sont souvent très coûteuses, qui se prolongent pendant des années. Et donc il en a tiré ce concept de soft power, c'est-à-dire des liens d'interdépendance sont aujourd'hui tellement développés, tellement complexes, tellement nombreux, qu'on peut obtenir tel ou tel résultat par des moyens beaucoup moins coûteux que par, si vous voulez, le hard power. Et le soft power est peut être un de ces moyens. Donc c'est pas du tout une finalité en soi, c'est un moyen d'atteindre un objectif politique. Certainement, si on doit
organiser le monde et ordonnancer l'ordre du monde, ça n'est pas, le soft power n'est pas, je dirais, monsieur, certainement pas la solution. Bon, sur le territoire, la résilience, j'avoue que je vais peut-être laisser à Thierry. En tout cas, pour revenir juste d'un mot sur le soft power, hard power, pour employer les expressions américaines, il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre parce que, d'une certaine façon, même le soft power est inscrit pour l'État dans un temps long, parce que le travail d'influence, c'est précisément dans la durée, c'est la langue, c'est les industries culturelles, c'est l'influence, bien entendu, toutes choses qui sont remarquables, mais qui ne sont pas crédibles si l'on ne tient pas son rang, parce que c'est une Europe culturelle. Je crois que Jean Monnet, mais c'est sous réserve de nos amis historiens dans la salle, disait si j'avais eu à commencer, je n'aurais pas commencé par l'économie, on va dire, par le marché commun, mais par la culture. C'est à vérifier. Une Europe culturelle, vous retrouveriez les mêmes difficultés de compétition, de rivalité, de jalousie à l'intérieur des principales cultures européennes, si heureusement, si différentes les unes des autres. Et puis autre remarque, le soft power c'est très bien, c'est un outil parmi d'autres, c'est un outil qui est un peu la spécialité quand même des anglo-saxons, c'est-à-dire que les cultures latines ne sont pas très propres à ce genre de dynamique, peut-être à tort, vous avez tout à fait raison, mais on retrouverait les mêmes difficultés. Et puis je pense que la puissance culturelle, elle est tellement complexe à mettre en œuvre que d'une part, elle existe, la puissance culturelle en Europe, pas la puissance culturelle européenne, mais en Europe, c'est les États-Unis. C'est les États-Unis. Et pourquoi un second pilier alors que le premier pilier séduit tout le monde? Je le dis avec des accents de grande lamentation. Vous imaginez bien, mais je veux dire, le contexte n'y est pas. Et puis, une seule puissance culturelle, ou une puissance culturelle seule pour l'Europe, ben, ce n'est pas le repli ou le retrait de l'Europe, c'est la disparition de l'Europe. L'Europe a des objectifs, l'Europe au sens Union européenne du terme, dans sa grande diversité, a des objectifs politiques. Elle ne tiendrait pas sans un minimum d'objectifs politiques depuis la création de l'Union européenne. Ce n'était pas le cas du temps de la CE, jusqu'en 1993. Mais depuis 1993, ce qui est miraculeux, c'est qu'il y a encore des projets politiques communs en Europe. Je vous rappelle qu'on est passé d'une Europe économique avec le traité de Maastricht, donc 92-93, à une Europe politique, et c'est précisément cette Europe politique le passage qui ne marche pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu réellement un phénomène de cliquet dans le passage de l'Europe économique à l'Europe politique. Et là, on est dans une situation où il faut au contraire cette Europe politique la regarder avec beaucoup de prudence, mais ne pas insulter l'avenir, notamment en ce qui concerne les rapports entre l'Allemagne et la France. Alors se replier sur la culture, c'est peut-être très utile, c'est peut-être nécessaire, mais ce n'est pas avec ça qu'on fait une Europe, on fait une Europe avec des projets, et non pas avec de l'influence. Et on n'échange jamais de la souveraineté contre de l'influence. C'est parce que la souveraineté, elle est permanente, et elle est juridique. L'influence, elle passe comme les fleurs se fanent. Merci pour ce message d'espoir. Je voudrais donc, en votre nom à tous, si vous me le permettez, remercier nos intervenants, Thierry Garcin, Pierre Buller, Ivan Sand. Remercier également Pierre Verluise pour l'organisation et la modération à la fois des exposés et des débats. Voilà, et pour ce soir, écoutez, je vous souhaite un bon retour à toutes et à tous et je vous remercie à nouveau.